Nous sommes en route vers Arlon. Ce n'est pas une porte à côté, il y a au moins presque 3 heures de route. Alors là, nous allons vivre un événement exceptionnel. Parce que nous allons rencontrer le yogi Babacar Khan. À Arlon, là, les choses sérieuses vont commencer. Nous allons assister à un événement exceptionnel de 4 jours avec le maître Babacar Khan. On va entrer. Alors, pour commencer, parlons un peu du maître Yogi Babacar Khan. Yogi Babacar Khan est né dans une ville, petite ville au Sénégal, mais il a grandi dans la spiritualité et dans la tradition ancestrale africaine. Mais dès son plus jeune âge en France, il a ressenti ce besoin profond de découvrir en fait les mystères cachés de l'univers. Il a rencontré le Tantra Yoga. Au début, je vais rencontrer le Mantra Yoga, tout jeune, parce que nous sommes dans une famille soufie. Au Sénégal, ce qu'on appelle les musulmans, c'est les soufis. Et dans le soufisme, on parle beaucoup des bienfaits du yoga. Les fondateurs du soufisme, tous, ont pratiqué le yoga. Et au Sénégal, il y a le fondateur des Tijaniya, El Hadji Mansour, El Hadji Malick Sy. Il pratiquait le yoga, il l'enseignait à ses disciples. Et c'est ainsi donc, que je commençais à pratiquer le yoga classique. Et petit à petit, je pratiquais les arts martiaux en même temps, et beaucoup de disciplines en tant que jeune. Après, j'ai rencontré des médecins, des rhumatologues, qui s'occupaient donc des malades rhumatisants, des personnes âgées. Et c'est comme ça que j'ai commencé à leur donner quelques techniques du yoga. Et puis, je me suis rendu compte que le yoga classique ne pouvait pas régler tous les problèmes. Et j'ai commencé à regarder un petit peu dans les arts martiaux, puisque je pratiquais donc le kung-fu. Et puis en même temps, j'ai relu le livre de Yogananda. Car Yogananda, j'ai suivi avec lui, c'est toujours mon maître, les Kriya Yoga. Et j'ai vu qu'il est allé en Égypte. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il va chercher en Égypte, lui, avec tout ce qu'il sait? Et je suis allé donc en Égypte dans les années 68. J'étais surpris de trouver là-bas toutes les postures du yoga classique qui sont gravées sur la pierre. Yogi Babacar Khan, par sa curiosité, il a constaté que un de ses grands maîtres, notamment Yogananda, s'est rendu en Égypte. Donc ça a attiré sa curiosité pour commencer sa quête vers l'Égypte antique. Petit à petit, j'ai fait du mantra yoga avec un grand maître indien. Après ça, j'ai rencontré Yogananda. Et Yogananda, on apprenait la méditation, il nous enseignait la méditation. Après ça, j'ai commencé à enseigner le Hatha Yoga. Après, au bout d'un certain temps, des médecins sont venus qui ont essayé ce que je faisais. Ils ont vu qu'il y avait des choses très intéressantes pour aider les malades rhumatisants. Donc, le docteur Baumgartner. Et je suis allé avec lui
faire des démonstrations, conférences devant les médecins lors des journées médicales à Dakar. Et puis après, il m'a invité en France. Et que j'ai commencé à aller en France. Mais je n'étais pas satisfait de ce que j'apportais. La plupart des exercices venaient du yoga classique de l'Inde. Ça ne suffisait pas. Ce n'était pas adapté pour les malades rhumatisants. Et là, je commençais à chercher au niveau des arts martiaux. Et puis quand j'ai vu que Yogananda lui-même est allé en Égypte, et je suis allé là-bas, je suis surpris de trouver beaucoup de postures, des postures très adaptées. Donc c'était au départ utilité, question d'utilité. Je voulais aider les gens, hein, voilà, perfectionnement, hein, pour perfectionner ce que j'apporte aux malades. Et puis petit à petit, on a fouillé, on a trouvé que quand même, ce yoga, il est très ancien. Yogi Babacar Khan a fasciné aussi par la découverte de yoga des pharaons en Égypte antique. Donc ça a été vraiment un tournant décisif dans sa recherche pour transmettre cette connaissance de yoga des pharaons. Et j'ai commencé à étudier, voir ce que disent les Indiens sur l'origine du yoga. Il n'y a aucun texte qui nous dit que le yoga est né en Inde. On nous parle de réincarnation de Vishnu. Les réincarnations de Vishnu, Vishnu Avatara, commencent depuis l'ère du poisson. L'ère du poisson, parce qu'en Inde on parle de 3 divinités manifestées. Il y a le Brahman, Dieu suprême, qui est au-delà, qui délègue 3 divinités, ou 3 anges si vous voulez, et ces 2, donc l'un c'est le créateur, l'autre amène l'harmonie, qui fait penser au Christ, et puis le troisième c'est la transformation. On dit c'est la destruction, mais c'est la transformation. Shiva, c'est lui, selon l'Inde, qui a enseigné le yoga, qui voulait amener le yoga dans la création, et un jour il a enseigné quelqu'un. Au cours de l'enseignement, il y a eu un intrus, quelqu'un qui a espionné, comme un espion, qui a entendu, il n'était pas invité, hein. Mais il s'est imposé, il a écouté ce que Shiva a dit. Et quand il a entendu ce que Shiva disait, ça lui paraît intéressant, il a commencé à faire ça secrètement pour lui. Après, à un moment donné, il a commencé à partager, à enseigner le yoga. Et quand il a fini le yoga, il a fini son temps, il a donné le flambeau à notre être. Donc ça, c'est le poisson, on dit. C'est le poisson, Matsya. Après, quand le poisson a fini son temps, il a donné le flambeau à la tortue. La tortue a fini son temps. Quand il a fini, elle a donné le flambeau au sanglier. Et le sanglier à l'homme-lion. L'homme-lion, le nain. Mais tout ça, c'est symbolique. Ça explique simplement que l'homme est le processus d'une longue évolution. Il y a une partie animale, l'âme c'est autre chose, mais le corps physique, eh bien, c'est le résultat d'une évolution depuis l'ère animale. Ça veut dire que le yoga est né avant l'homme. Alors, aujourd'hui, la science moderne nous dit que l'homme est né en Afrique. Donc le yoga le plus ancien, c'est non seulement l'Égypte, mais l'Afrique entière. Parce que je suis parti donc de l'Égypte, et je me suis rendu compte que partout, vous allez chez les Dogons, hein, on va retrouver les principes du yoga. Hein, vous allez chez les Maasai, hein, on va trouver à peu près les mêmes idées, hein, du yoga. Parce qu'en fait, on peut dire que l'Égypte, c'est une sorte c'est une vitrine. Mais l'enseignement, la base, tout vient du reste du continent. Et une chose remarquable dans le yoga égyptien, c'est que le mot qui veut dire yoga en égyptien ancien est formé par la trachée, artère et les poumons. Trachée, artère et les poumons, ça veut dire l'appareil respiratoire. Alors qu'ailleurs, on nous dit que la respiration, le pranayama, accélère l'évolution. Donc ça, c'est l'Égypte qui nous l'apporte.
hein, avec une clarté. Et puis si vous regardez l'Égypte, c'est aussi l'origine des grandes religions là. Moïse, hein, le Christ, Mahomet, tout ça, ça vient de l'Égypte. Toujours dans le même processus de recherche sur le yoga des pharaons et aussi avec l'appui de son épouse qui est aussi un yogi, ça contribue aussi à des recherches approfondies sur le yoga des pharaons de l'Égypte antique. Tout à fait. Et Sheranta m'a dit, avec mon épouse, parce que mon épouse, justement, elle est égyptologue, dans les années 80, elle était détachée à l'université, elle fréquente donc avec le professeur Sheranta Diop à Dakar, pour travailler sur l'origine du yoga, les recherches sur le yoga en Égypte. Et Sheranta nous a dit à 2 reprises, s'il devait recommencer son œuvre, il allait commencer par quelque chose comme le yoga égyptien, c'est la spiritualité. Parce que Sheranta beaucoup pensaient qu'il était athée, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'opposition, certains, surtout même en Afrique. Ils pensaient qu'il était athée, mais il n'était pas athée du tout, il était croyant. Mais le public ne comprend pas ça. C'est pour nous dire que ça, c'est important. Il nous félicitait que s'il devait refaire, c'est ça. Il commencerait par ça, parce qu'il n'est pas bien compris. Vraiment, à l'époque. Maintenant, ça commence. Hein, ça commence beaucoup, les gens réalisent ce qu'il a dit hein, sur l'origine de l'humanité et puis simplement hein, la civilisation et puis nationale culture, effectivement, cette culture. Et l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Les bienfaits du yoga tant que physiquement et psychologiquement, le yogi Babacar Khan affirme que des résultats sur la santé physique et psychologique sont très remarquables. Pour la santé mentale, physique, hein, et pour les rhumatismes, on a de très bons résultats, d'ailleurs les meilleurs résultats que j'ai obtenus avec les personnes qui venaient suivre les cures. Les cures, ça se faisait donc avec les bains chauds, c'était avec les exercices de yoga. On a vraiment des résultats étonnants. Et je suis allé d'ailleurs dans beaucoup de pays, hein, comme en Algérie. Un ministre est venu, il a suivi la cure avec nous, il a vu les exercices, les asanas, qui lui ont apporté beaucoup. Et puis il m'a invité, bon, j'ai formé des professeurs de yoga en Algérie. C'est parti comme ça. Et ici, comme avec le docteur, on a circulé, on a fréquenté souvent les sociétés médicales. Parce qu'il y a les médecins, ils ont des sortes de fédérations. Et c'est comme ça qu'après, à la suite, car il est mort en 1980, alors depuis lors, les malades qui suivaient, et puis certains professeurs hein, nous ont contactés, et c'est reparti. Donc je continue ce qu'on a commencé en collaboration avec les médecins au départ. C'est donc ce côté paramédical. Et on peut dire que nous sommes un des premiers à lancer ce qu'on appelle le yoga thérapie. Sur le rhumatisme, les problèmes de genoux, de lombaire, sciatique. Et puis, pour les grandes maladies, les gens qui ont le cancer, le yoga aide beaucoup. Chez les diabétiques aussi, on a de très bons résultats pour aider. Le diabète est très difficile, c'est encore complexe, mais ça fait partie en tout cas des pratiques essentielles qui vont aider beaucoup les diabétiques. Contre les insomnies, le trac, mémorisation, la mémoire. Et puis, avec l'Égypte, on a quand même le travail sur l'appareil locomoteur, le dos. L'appareil, le dos bien droit, tout ce qui touche la charpente, le squelette, les fascias, voilà, l'appareil locomoteur. Oui. Rééducation, ça c'est l'apport de l'Égypte. Et
C'est un yoga très simple. Tout le monde peut prendre les postures du yoga égyptien. D'ailleurs, cet après-midi, on aura l'occasion d'en faire. Voilà. Donc, le yoga peut aider à favoriser les relations humaines et réussir dans la vie, même et réussir ses études. Les portes ouvertes dans différents domaines. Tout ça, le yoga peut l'apporter, nous aider à réussir dans la vie. Parce que j'ai fait gagner l'équipe nationale du Sénégal de judo, qui était défavorisée. Parce que le premier champion d'Afrique de judo, en 1963, à Dakar, chaque équipe nationale devait être composée par 8 ceintures noires. Et le Sénégal n'avait que 4 ceintures noires. Le reste, c'était des ceintures vertes, marron, etc. Grâce à la discipline, bien sûr, parce que là, comme on était faible, je disais, la plupart qui étaient là, écoutez, on est les plus faibles techniquement. Sur le papier, on est les plus faibles. Donc il faut qu'on fasse un peu plus d'efforts. Discipline. Se coucher tôt. Et comme par hasard, on a gagné. Malgré ça. Toutes les autres équipes étaient des ceintures noires. 8 ceintures noires, mais nous, on n'avait que 4. Et on a gagné. Vous pouvez demander aux judokas actuels, hein, les anciens, Dabo et autres. Et on a gagné parce qu'on a mis l'accent sur la concentration, la maîtrise de soi. Parce qu'il y a des judokas, hein, ou même des sportifs, avant que ça commence le combat, ils ont le stress, la peur. Et bien nous, on a fait un travail pour neutraliser la peur. Et ça nous a permis de gagner. J'ai entraîné aussi des équipes de football. Et aussi, on avait gagné la SEC d'Abidjan, 72, du temps de Poukou. Poukou, un certain champion. Mais Poukou, il avait la jambe cassée, fracturée. Et contre la SEC contre le Stade du Mali, eh bien, on avait gagné aussi, comme par hasard, grâce au yoga. Toutes les expériences que j'ai eues avec les sportifs, avec le yoga, j'avais beaucoup plus de temps à l'époque, hein, aussi, pour les suivre pendant l'entraînement. Et puis un peu, parce que dans nos pays là-bas, il faut la discipline. Le soir, on ne sort pas. Hein. Quand j'étais là, je dis, ah oui, eh bien, on est là pour 3 semaines. Au regroupement, on ne va pas sortir jusqu'à 2 h du matin. Donc il y avait la discipline. Mais en tout cas, on a gagné. Toutes les équipes sportives que j'ai eues entre les mains ont gagné. Voilà, donc il y a une chance pour le yoga. Et donc, à la SEC d'Abidjan, si vous leur demandez, ils vont vous dire, les dirigeants de la SEC, de 1972, j'étais à Abidjan. On les a gagnés parce que chaque fois, le stade du Mali les humiliait. Et ils ont venu me dire à chaque fois, mais ils ont battu tranquillement, dans la sérénité. Tout le monde s'étonnait. Et on a fait un travail sur le stress. Voilà. Et maintenant, Yogi Babacar Khan va nous expliquer une position du Kya, qui est une position très très importante, très puissante dans le yoga des pharaons. Cette position, en fait, représente, si vous voulez, la liaison entre le ciel et la terre. La liaison entre la position du Kya et certains rituels qu'on observe dans la religion hébraïque. Et puis, tradition hébraïque, Moïse, durant l'Exode, il devait prendre cette posture du Kya pour aider Israël. Je ne parle pas de politique, hein, je parle d'histoire. Alors maintenant, Yogi Babacar Khan va nous expliquer aussi l'ascension du Christ et la position du Kya qu'on observe dans la religion chrétienne.
Voilà, on parlait du cas, je ne sais pas cette image, je vais vous la montrer, hein, image du Christ ressuscité en ascension. C'est, nous l'appelons donc posture du cas, hein, on pourrait dire d'Osiris au Christ. Yogi Babacar Khan nous explique que la position du cas est le symbole, en fait, finalement, où toutes les grandes religions et toutes les traditions spirituelles se rejoignent. Si vous voulez, c'est une représentation ou une connexion entre le divin et l'élévation spirituelle. Et donc cette posture vraiment très simple est une posture d'élévation spirituelle. D'élévation spirituelle que vous retrouvez même chez les musulmans quand ils commencent leur prière, ils ont les bras levés, Dieu est grand, hein, universel. Et puis au plan humain, au niveau des humains, en fait, le bébé qui vient de naître, s'il est bien, s'il n'y a pas de problème, il est comme ça, les bras levés. Et bien les bébés sont souvent comme ça, dans la position du cas, comme ça. Et quand ils ont les bras le long du corps, ça veut dire qu'il y a peut-être un problème. Faut dire, hein, vous demandez aux sages-femmes, et ça j'ai appris ça avec les sages-femmes, que c'est un signe, quand le bébé est né, il a les bras levés, il dit, ça veut dire tout est ok, tout va bien, ne vous inquiétez pas, papa, maman. Et quand il a les bras le long du corps, peut-être qu'il y a un problème. Pour dire que le cas, c'est la posture de l'homme. Et ce qui est intéressant, je disais tout à l'heure que l'art martial, les arts martiaux et le yoga, c'est à peu près la même veine. Parce que dans le yoga, il y a ce qu'on appelle dhyana. Hein, on parle de différentes yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana. Dhyana, ça veut dire méditation. Hein, et veut dire méditation, véritable identification. Mais c'est le même, ça veut dire aussi zen. Et chan. Chan en chinois, zen en japonais. Et Cheikh Anta Diop, il a bien relaté l'histoire de Bouddha. Que le Bouddha aurait été un pharaon qui a été chassé d'Égypte du temps de Cambyse. Cambyse, c'est un roi perse qui a occupé l'Égypte. Hein, il y avait beaucoup de violence, il a chassé, donc il est parti. Donc Bouddha aurait été, selon certains écrits, hein, il le cite, un pharaon parti d'Égypte. Oui, le Bouddha, selon cette tradition. Alors, voilà, donc on retrouve tout, quoi, parce que à la base, quoi, c'est pas étonnant. Parce que si l'Afrique est vraiment les berceaux de l'humanité, c'est possible que l'on retrouve les bases philosophiques, hein, les sources philosophiques de l'humanité partent de là-bas, d'une même chaîne, parce que c'est la même famille. La Bible a déjà dit qu'il y avait deux êtres, hein, au départ, Adam et Ève. Hein, donc on a voulu vérifier avec d'autres disciplines, hein, d'autres démarches. Voilà, donc bien. En fait, Yogi Babacar Khan va nous expliquer que le yoga, c'est une pratique universelle. Donc que vous soyez athée, catholique, bouddhiste, chrétien, musulman, juif. Donc le yoga, c'est une pratique qui est au-delà des religions. Il faut dire une chose, que le yoga n'est pas une religion. Si vous êtes chrétien, si vous êtes musulman, si vous êtes juif ou autre chose, vous gardez votre religion. Le yoga va vous aider à utiliser, voilà, les meilleures techniques. D'ailleurs, le Dalai Lama, il le dit aussi. Dalai Lama, il dit que les chrétiens doivent rester chrétiens. On donne la culture de l'esprit. Le bouddhisme, c'est comme ça au départ. Le bouddhisme, c'est une culture de l'esprit universelle, voire une science, une sorte de psychanalyse, l'analyse, auto-analyse. Alors le yoga, comme le yoga et l'art martial, ça fait travailler à la fois l'esprit et le corps. Hein? Donc il y a ces côtés psychomotricité,
puisqu'on sait que le mental dépend beaucoup du corps, hein, le mental, si on maîtrise le corps, on va maîtriser le mental. Et puis avec la respiration, hein, tout ça peut amener les individus à changer petit à petit. Et puis la finalité de l'homme sur Terre, oui, lorsqu'on vous a agressé, vous pouvez vous venger, c'est normal, mais il y a une autre dimension, parce que nous sommes de passage ici. Toutes les traditions disent ça, on est de passage. C'est-à-dire qu'on peut, quand on quitte notre corps, aller dans d'autres sphères, mais on ne va pas loin. On peut revenir si on n'a pas réglé beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes qu'on a avant de partir, mais si on a tout réglé, on va au-delà, on va dépasser. On dépasse voilà, la famille, l'état humain, on dépasse le côté ethnique, on devient un ange. Et il y a encore un stade plus loin, on revient à la source. Le mot âme veut dire partie divine en nous. C'est pour cela que les Grecs disaient « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les cieux ». Donc connaître, c'est naître avec. Donc il y a plusieurs dimensions. Hein. Celui qui peut pardonner, oui, il va dépasser tout ça, mais celui qui va pardonner, c'est vrai, il a la possibilité de se venger, mais il va revenir, c'est le cercle vicieux. Voilà, c'est pour ça que le Christ disait pardonner à ses ennemis. C'est une formule très difficile à accepter, c'est normal, mais le yoga donne la force d'enlever la colère. Parce que la colère se développe dans certains organes, comme l'estomac, un peu le foie et les intestins. D'ailleurs, dans certaines langues chez nous, au Sénégal, on ne dit pas sale tête ou quelqu'un méchant, on dit sale ventre. Et ça fait partie des questions qui m'ont amené à m'intéresser au yoga. Parce que il disait tout le temps, ici il a une belle tête, on dit ventre propre, dafa ñuul biir. Ñuul, ça veut dire obscur, sale. On dit, ici on entend sale tête. Mais là-bas ils disent sale ventre. Et aujourd'hui la science, qu'est-ce qu'elle nous dit? La science nous dit que le ventre est un cerveau. On dit que c'est le premier cerveau. Donc ça, les gens le savaient déjà, les anciens. Sale ventre, et puis même en français on dit, j'ai pas digéré ce qu'il m'a fait. Il n'a pas digéré. Donc pour la question, pardonner. Pour pardonner, il faut que l'estomac pardonne. Ça vient de l'estomac. Intestin, foie. Si les trois pardonnent, ça devient facile. Parce que pardonner, ce n'est pas seulement mental, oublier. C'est qu'on n'est plus touché. Oui. Donc il y a des exercices qu'on appelle Uddiyana Bandha dans le yoga, que les Mexiques, parce qu'on parle de yoga, oui, Mexique, ils avaient un yoga très ancien. Ils font ça dans leur yoga ancien. Et à propos d'ailleurs, Hippocrate, hein, père de la médecine, il disait que dans l'île du Malabar, il y avait des sorciers qui soignaient des malades mentaux, ils leur donnaient des herbes pour qu'ils vomissent. Donc le fait de faire vomir les gens, c'est encore le ventre. C'est un moyen de traiter le ventre. D'ailleurs qu'on fait un peu en Afrique aussi, on donne des produits. Les anciens le savaient déjà. C'est le hara dans les arts martiaux. Et voilà, pour les aider, donc il faut leur dire, tiens, il y a des exercices pour le ventre. Avec là, ils auront la force. Il y a des exercices spécifiques où on peut dépasser ça, pardonner. Les blessures, tout ça, on arrive à oublier. Pardonner, oui. C'est la dimension christique chez les chrétiens. Voilà. L'adage dit, même si tu dois te venger, il faut faire doucement. On dit la vengeance, c'est un plat qu'on mange à froid. Même si on doit, faut garder la tête. Quel que soit le cas, il faut le calme. Si vous pouvez pardonner, calme. Si vous ne pouvez pas calmer, pardonnez, calme.
Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Yogi Babacar Khan va nous donner des conseils pour les personnes ou les parents qui s'inquiètent pour les jeunes. On va l'écouter. On est inquiet avec les jeunes de beaucoup de pays. Les gens s'inquiètent, ils pensent qu'il faut mettre des policiers derrière les jeunes. S'ils veulent les aider à s'éduquer à l'auto-éducation, ils devraient commencer par les arts martiaux. Après, ils vont nous retrouver. Ne vous en faites pas. Ils vont faire du yoga après. Parce que 2 ou 3 ans d'aïkido, karaté, etc., judo, ça éduque les enfants. Et puis après, ils vont faire du yoga. Parce qu'au départ, comme ils sont physiques, il faut qu'ils bougent. Mais là, ils vont utiliser le physique d'une manière intelligente avec les arts martiaux. Et Yogi Babacar Khan, c'est un grand auteur aussi. Donc il a écrit beaucoup de livres. Il a publié des CD, des DVD, des enseignements sur plusieurs supports. Et il a aussi lancé un grand revue en fait, international où là, il dispensait ses enseignements et que vous pouvez trouver sur Internet et sur son site Internet. Il y a des livres de poèmes, yoga de la parole, prière et poèmes pour vivre et danser, et yoga de la prière. Ce sont les premiers. Après, il y a Invitation au yoga, que nous avons édité, et puis le Qigong, le Kung Fu, et justement yoga de la verticalité, yoga de la verticalité, et le yoga des pharaons, qui donne la philosophie de tout ça. Voilà, en gros quoi. Ce qu'on a fait, et puis bon, il y en a un autre, mais bon, c'est qui est en finition, comme on dit. Alors, Yogi Babacar Khan a un message maintenant à transmettre au grand public. Oui, le message, que le yoga est une chance pour l'humanité, que les Africains, le yoga, ça fait partie de leur culture. Oui, parce que moi, quand j'ai commencé, j'avais pas mal de gens qui me disaient, le yoga, qu'est-ce que c'est que ça? Quand je donnais des cours à la télévision, il y a des gens qui me disaient, mais ça, c'est pas pour nous, c'est pour les Blancs. Voilà. Et alors que non seulement, parce qu'ils ignorent que le yoga est d'origine africaine. Yogi Babacar Khan, il a fondé son Institut international du yoga, qui est devenu petit à petit l'Université internationale du yoga. Donc oui, effectivement, l'Institut a été créé donc, au Sénégal. Maintenant, c'est devenu une université même, internationale. Oui, parce que comme une partie de notre inspiration vient de l'Égypte, une partie de la Chine, une partie de l'Inde. Donc c'est universel. En fait, en conclusion, Yogi Babacar Khan insiste sur le fait que le yoga, c'est une pratique très importante pour aider les gens à guérir en fait les blessures. Allez. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier Yogi Babacar Khan de nous avoir accordé cette interview. Il faut savoir que son agenda est très chargé. Nous sommes ici dans un séminaire de 4 jours intensifs. Donc le fait qu'il a trouvé un moment pour nous partager son enseignement, nous accorder cette interview. Merci beaucoup à Maître Babacar Khan. Nous nous remercions. Et merci aussi à Albert Gakoya qui nous a permis de réaliser cette interview. Et merci à vous aussi d'avoir suivi cette interview. Très bientôt. Merci.